Bienvenue dans Toutes les France. Comment intervenir pour protéger et venir en aide aux populations en danger? Le concept de guerre humanitaire est-il pertinent? Peut-on parler de guerre juste ou juste de guerre? Débat avec nos invités. Ronnie Broman, tout d'abord, bonjour. Ronnie Broman, vous êtes professeur associé à Sciences Po et ancien président de Médecins sans frontières. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage intitulé Responsabilité de protéger et guerre humanitaire, le cas de la Libye, publié aux éditions L'Harmattan. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Khattar Aboudieb, vous êtes politologue, enseignant à l'université Paris-Sud. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté de notre plateau, Pierre Servant, vous êtes spécialiste des questions de défense et enseignant à l'école de guerre, auteur d'un ouvrage intitulé Les guerres modernes racontées aux civils et aux militaires, publié aux éditions Buchel-Castel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, le général Vincent Desportes, vous êtes ancien directeur de l'école de guerre et professeur associé à Sciences Po Paris. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une guerre humanitaire, Ronnie Broman? Une guerre humanitaire, c'est une guerre qui est destinée à protéger la vie. Si on s'en tient aux termes tels qu'ils sont énoncés. Mais pour moi, c'est d'abord une contradiction, car une guerre peut avoir des causes, des objectifs tout à fait défendables, tout à fait décents. Mais celui de protéger la vie par les armes semble, dans la pratique, un objectif à côté de la plaque. Donc une guerre humanitaire, c'est d'abord une contradiction. Parce qu'on utilise la violence pour arrêter la violence? Parce qu'on utilise la violence dans le but de protéger la population, mais ce que l'on ne dit pas, c'est que la protection de la population passe par la prise du pouvoir. Donc une guerre humanitaire, c'est une guerre pour la prise de pouvoir qui ne dit pas son nom. La Libye montre que la prise de pouvoir n'est pas nécessairement la prise de pouvoir à l'ancienne mode, à la mode coloniale, où on met en place un régime qu'on a choisi d'avance, en l'occurrence le Conseil national de transition n'était pas connu d'ailleurs, c'est même le reproche qu'on peut faire. On ne sait pas qui étaient ces gens qu'on a d'un seul coup décrétés, à qui on a décerné une sorte de médaille de laïque démocrate pour ensuite cruellement déchanter. Mais rappelons-nous que protéger les populations, ce qui est, disons, le nom moderne de la guerre juste, du droit d'ingérence, de la guerre humanitaire, peu importe comment on l'appelle, protéger les populations, c'est gouverner. Donc une guerre humanitaire, c'est une guerre qui renverse un gouvernement, qui en met un autre à la place et qui enclenche un cycle absolument incontrôlable. Pierre Servant, qui décide qu'une cause est noble ou plus noble qu'une autre et qu'il faut intervenir? Alors, en l'occurrence, sur les derniers événements, c'est l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, en tout cas pour la Libye, dans une configuration très particulière, avec une sorte d'alignement des astres très rare, dans le sens où il n'y a pas eu de veto au sein du Conseil de sécurité. Les organisations locales, la Ligue arabe, étaient plutôt d'accord. Et puis les intéressés, en tout cas les révolutionnaires sur place, étaient aussi favorables à une intervention militaire. Donc de cette conjonction-là, on a débouché sur une résolution qui a dit oui, dans ce cas de figure-là, le colonel Kadhafi agresse délibérément sa population, fait des déclarations fracassantes sur le fait que cette révolution sera, recouverte par le sang de ces acteurs. Et puis militairement parlant, il y a eu cette attaque par les blindés de Kadhafi. Donc cet ensemble, cette configuration-là a fait qu'il y a eu un consensus, un relatif consensus, en tout cas pas d'opposition majeure pour dire oui, là vraiment, la responsabilité de protéger, qui est une responsabilité des États, c'est-à-dire que la communauté internationale renvoie chaque État en disant vous avez une responsabilité pour protéger votre population. Et là, la communauté internationale a estimé que vraiment on n'était pas dans ce cas de figure et qu'il fallait intervenir. Mais c'est vrai qu'on est à chaque fois dans des cas de figure particuliers, que c'est extrêmement insatisfaisant entre le droit, les réalités politiques, les réalités militaires sur le territoire. C'est très complexe. Vincent Desportes, à quel moment on décide d'intervenir et est-ce qu'il y a des arrière-pensées politiques quand on parle de guerre? Alors là, vous posez le problème essentiel, parce que la morale des États et de la société internationale est évidemment ambiguë. À partir du moment où la force est essentiellement portée par l'Occident et qu'elle intervient essentiellement en dehors des zones occidentales en quelque sorte, on s'aperçoit évidemment qu'il y a toujours une ambiguïté sur l'emploi de la force et qu'on peut toujours prêter à celui qui intervient des ambitions qu'il a ou qu'il n'a pas. Mais on voit que ces interventions sont ambiguës.
ambigu. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec René Broman. Je crois que l'utilisation de la guerre est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de prudence, parce que autant la guerre est un outil légitime dans la main des États, autant c'est un outil dangereux parce que c'est un outil qu'on maîtrise mal. Vous parliez de la guerre en Libye. On voit bien qu'on a toujours une dérive des objectifs, et autant la protection de la population de Benghazi semblait un objectif moralement acceptable, autant on a très vite quitté cet objectif pour avoir d'autres objectifs politiques qui, eux, étaient quand même beaucoup plus ambigus et beaucoup moins défendables. Donc soyons très prudents avec la guerre, et comme le dit René Broman, on est en face d'un oxymore. C'est-à-dire que l'action humanitaire veut faire diminuer la violence, et la guerre, quoi qu'il arrive, apporte de la violence et de la souffrance. Donc soyons prudents. Moi, je préfère le terme intervention humanitaire, et si on parle... Même si elle est militaire? Oui, et historiquement parlant, si on se contente simplement de la chronologie, à partir de la naissance des Nations Unies, l'objectif de l'ONU n'a pas été atteint, c'est-à-dire préserver la paix. Et aussi l'intégrité des populations à travers le monde, et surtout s'ils sont en danger. Et pour cela, ces phénomènes, ou cette théorie de droit international humanitaire ou intervention humanitaire a été déclenchée après la guerre froide, et on a vu certaines applications limitées dans le Kosovo, le Kurdistan d'Irak, les Balkans et maintenant la Libye. On espérait que cette vague de printemps arabe passe sans l'intervention militaire. Ça aurait été mieux que ça continue dans un aspect pacifique avec cette mobilisation de masse, ouais, et l'imposition de la force de masse. Mais maintenant, la grande contradiction, c'est pas toute guerre est sale. Et malheureusement, même dans la guerre humanitaire, il y a parfois beaucoup de dégâts collatéraux ou parfois des dérives de l'objectif. Car là aussi, le problème est, si on laissait le régime Kadhafi ailleurs, il continuait à faire une menace. Donc parfois, il y a une difficulté de cerner l'objectif. Et pour cela, à mon avis, le problème, le fait qu'il n'y a pas parfois de moyens. Le cas de la Syrie maintenant est très élégant. Oui, on essaye avec la diplomatie, mais la diplomatie ne donne rien. Oui. Et parfois, malheureusement, la guerre humanitaire, malgré ses dérives, représente le moindre mal pour préserver ou défendre les populations. On va revenir sur le cas libyen avec un peu de recul grâce aux analyses de nos invités et une tentative de définition de ce qu'est une guerre humanitaire par le président américain Barack Obama. Regardez. 5e jour d'intervention militaire en Libye, et la communauté internationale est divisée. Dans le camp américain, on prépare son retrait. Barack Obama veut ménager sa cote de popularité. Le président des États-Unis en est bien conscient. Les Américains, épuisés par la guerre, ne soutiendront pas un engagement prolongé en Libye. Ceci est une opération militaire très spécifique, limitée dans le temps. Nous sommes un support dans un effort international pour prévenir une crise humanitaire en Libye. Les regards sont désormais tournés vers l'OTAN. Reste la question du commandement. Face au désaccord des 28 ambassadeurs, la France désire ardemment assurer le pilotage politique des opérations. Malgré les réticences américaines, Washington hésite à se placer sous le commandement français. Nous agissons en fonction de la résolution des Nations Unies et des ordres qui nous sont donnés par le chef des armées, le président de la République, la zone d'exclusion aérienne et puis la protection des populations. Voilà notre objectif. C'est en tout cas sous une coloration très occidentale que les opérations se poursuivent. Au risque d'indisposer encore un peu plus les pays arabes, la ligne de fracture diplomatique est désormais clairement affichée. La Chine, l'Amérique du Sud, la Russie, la Turquie et la Ligue arabe s'opposent à cette intervention. Il ne devrait pas y avoir d'intervention contre la Libye, et il y a nécessité à préserver l'intégrité du territoire libyen. Ce soutien arabe, la France et la Grande-Bretagne espéraient l'obtenir depuis plusieurs jours. Seul le Qatar s'est finalement prononcé en faveur de la coalition. Malgré la résolution des Nations Unies, l'unité reste encore fragile. Pierre Servan, même dans le cas libyen, au départ, il n'y avait pas cette unanimité dont on a parlé plus tard. Alors,
c'était compliqué parce que la Ligue arabe elle-même a fait des allers-retours, des volte-face. Il y avait des différences au sein de la Ligue arabe entre le président et d'autres membres de la Ligue arabe. Donc c'est assez compliqué, il y a eu plusieurs étapes. Mais c'est vrai que pour arriver à trouver un consensus de tout le monde, c'est extrêmement compliqué. Et un des points essentiels, c'était que les forces révolutionnaires ou rebelles, selon le terme employé sur place, il fallait qu'elles soient d'accord pour une intervention extérieure. Et cet élément a été donné. Un autre point, si vous le permettez, Oui. parce qu'on parle des institutions, c'est très important, mais les hommes comptent. Et ce qui m'a frappé dans l'affaire libyenne, à partir des informations que j'ai pu avoir, que d'autres ont pu avoir, c'est que Nicolas Sarkozy, Alain Juppé qui avait été ministre des Affaires étrangères au moment de l'affaire du Rwanda, Nicolas Sarkozy, qui était aussi membre du gouvernement d'Édouard Balladur à ce moment-là, sont des personnes qui ont été marquées par la faillite de la communauté internationale. Et je suis assez d'accord avec eux, au moment du Rwanda, la France étant intervenue courageusement dans le cadre de l'opération turquoise, mais alors que malheureusement déjà le génocide était consommé. Et ces personnes-là, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, d'autres personnes dans l'entourage du président Obama, ce qu'on a appelé les femmes. Vous avez un certain nombre de femmes qui ont des postes importants dans les questions de sécurité et défense autour d'Obama. Pour une question aussi morale, personnelle, en tant que décideur, on dit on ne peut pas laisser faire cela. Là, on est vraiment à quelques heures. Et c'est vrai que très souvent, la communauté internationale, des pays décideurs, des pays membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité, qui disposent d'armées encore solides, les Français et les Britanniques, s'ils ne font rien et que ça se passe mal, on les accuse après d'inertie. Et puis s'ils interviennent, il y a toujours effectivement des dérives, des calages qui sont délicats. Ouais. Mais derrière, il y a quand même des questions de vie et de mort, et des responsables politiques qui, à certains moments, s'interrogent face à l'histoire. Il ne faut pas occulter et oublier cet élément, je dirais, personnel. Vincent Desportes. Je voudrais juste rebondir sur un point. Vous dites que nous avons des armées encore solides. Je note le « encore », parce qu'il y aura très vite une situation réelle. un décalage entre nos capacités réelles d'intervention et les volontés politiques qui pourraient apparaître. Je ne sais pas s'il est bien ou mal de conduire des guerres humanitaires, mais en tout cas, si le pouvoir politique entend en conduire, il doit préserver des forces militaires capables de le faire, et nous ne sommes pas sur cette voie. C'est-à-dire que nos capacités à intervenir dans le monde pour y faire régner un ordre moral ou des règles de droit se réduit énormément, et nous devons prendre conscience, le pouvoir politique doit prendre conscience de cette incapacité, de cette absence de liberté d'action auquel il se condamne dans quelque temps. Qu'est-ce qui reste d'humanitaire après cette intervention en Libye ? Si vous permettez, je voudrais revenir sur un point très important que Pierre Servan vient de souligner, c'est-à-dire la difficulté des politiques face à une situation où ils sont toujours critiquables. Ils ne font rien, comme le disait Pierre Servan, on les critique pour ne rien avoir fait, le Rwanda, ils font quelque chose, on les critique pour avoir fait quelque chose. C'est objectivement, et subjectivement également d'ailleurs, une situation difficile, et il faut l'avoir en tête pour comprendre les logiques d'action des politiques. Si on en revient, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas faire une conférence sur le Rwanda, mais juste un mot sur le Rwanda. On peut parfaitement arguer que sur la question du Rwanda, le problème n'a pas été une insuffisance d'intervention, mais un excès, au contraire. Ce n'est pas le fait de ne pas être intervenu en 1994, quoique au moment de l'attentat contre l'avion et des premiers massacres qui allaient déboucher sur un génocide, on peut parfaitement se dire que, certes, la communauté internationale organisée a failli en retirant les casques bleus à la place de renforcer le contingent, mais on doit aussi se demander ce qui serait advenu si le contingent avait été renforcé. Si à la place de 2500 hommes, on en avait mis 10 000, quelle guerre aurait-il fait? Se serait-il battu contre les forces gouvernementales, contre les forces du FPR? Se serait-il interposé, auquel cas ils auraient été écrasés par les deux forces à la fois qui voulaient, chacune d'entre elles, prendre le pouvoir? Donc certes, il est facile de refaire l'histoire, mais si on entre dans le détail, c'est plus compliqué. On peut se dire qu'au contraire, il n'aurait pas fallu intervenir en 90 et laisser le cours des choses aller à son terme plusieurs années auparavant, plutôt que de rattraper les pots cassés ensuite. Mais sur la Libye, il y a tout de même un problème qu'il faut considérer, tout en ayant cette difficulté à l'esprit, rien faire et faire quelque chose. C'est se soumettre à la critique à chaque fois. Le problème que je veux soulever sur la Libye, c'est celui des raisons objectives, des raisons mises en avant pour lesquelles l'intervention a eu lieu. On a commencé par dire qu'un régime qui mitraillait son peuple, c'est-à-dire qui envoyait son aviation contre des manifestants pacifiques, ne méritait pas de gouverner. Ça, c'était
vers le 21 ou 22 février, quelques jours seulement, moins d'une semaine après le début du soulèvement. Vous êtes d'accord avec Oui, cette on peut affirmation? être d'accord sur le principe. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de mitraillage aérien. C'est qu'aucun avion commandité par Kadhafi n'est venu attaquer la foule des manifestants pacifiques. Je veux dire par là qu'on a fabriqué une sorte de boniment propagandiste, un gros... Ils n'ont pas fabriqué les discours de Kadhafi. Non, on n'a pas fabriqué les discours de Kadhafi, mais les mots sont les mots et les actes sont les actes. Lorsque Bush, père, déclare qu'il va renvoyer l'Irak à l'âge de pierre en 1990, est-ce qu'il fallait attaquer les États-Unis à ce moment-là? On sait bien qu'entre la rhétorique guerrière, les mots d'ordre ou les mots tout court qui sortent de la bouche d'un chef d'État dans une période difficile, et puis la réalité, il y a souvent un écart. Alors si on veut avoir une interprétation littérale de ce que disent tous les chefs d'État dans des moments difficiles, on se prépare de drôles de circonstances. Donc en substance, vous dites que les intentions... On a l'histoire des Kadhafi quand même. Oui, on a Il y a l'histoire en une petite effet. différence entre les États selon qu'ils ont quand même une petite En tradition effet, démocratique on a et d'autres qui en l'histoire. ont beaucoup moins. On peut être plus inquiet de la part des déclarations d'un d'accord. chef Enfin, d'État je vous avec un passé Pierre terroriste. Servan, je vous rappelle que en termes de mortalité, moi je suis épidémiologiste, je mesure les morts et les blessés, on peut faire le palmarès des États qui ont causé le plus de morts et de blessés au cours de ces 50 dernières années. Et ça n'est pas forcément du côté des dictatures qu'on va trouver le bilan le plus énorme. Donc gardons-nous de ces déductions hâtives. Je voudrais rappeler que 4 fois de suite sur le faux mitraillage, sur les faux mercenaires avec les faux Viagra qu'on distribuait, sur les faux milliers de morts, les charniers qu'on devait déjà dénombrer au début mars, et sur les colonnes de chars qui étaient en train d'attaquer Benghazi, à chaque fois, on a affaire à un bobard propagandiste. Donc il semblerait bien que la réalité criminelle de ce régime soit insuffisante pour justifier une guerre, puisqu'il a fallu inventer des crimes qui ne s'étaient pas passés ou des crimes potentiels. Là, on a toujours la possibilité de se... Mais est-ce qu'il faut attendre les crimes ou on peut... Mais bien sûr qu'il faut attendre les crimes. Il faut attendre les crimes. Bien sûr qu'il faut attendre les crimes. Car si on commence à agir préventivement en s'imaginant, je sais bien que c'est contre-intuitif, je sais bien qu'on peut attendre exactement le contraire de la part d'un médecin sans frontières ou de la part d'un humanitaire. Mais précisément, moi j'ai l'impression de savoir aussi, mes voisins également, enfin, tout le monde ici sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de guerre. Hein. Je ne prétends pas du tout avoir l'exclusivité, mais je le sais aussi. Et puis une notion d'histoire montre que les guerres préventives ou préemptives, la différence est mince, ce sont des guerres qui peuvent être déclarées à peu près n'importe quand, puisque toute menace, et le monde est plein de menaces, peut donner lieu à des guerres. Alors si on se dit qu'il faut agir avant, eh bien on se condamne à adopter la guerre comme moyen de résolution de tous les conflits. Et ça, ce serait le pire de tout. Qatar Abu Diab. Je comprends bien les dilemmes. On peut être vraiment très optimiste parfois pour appliquer cette notion n'importe où et c'est impossible. On le voit dans beaucoup de cas, l'intervention humanitaire. On peut ne rien faire, mais à mon avis, il faut attaquer les fonds de problème. C'est vrai quand même, ces rafales ont arrêté des colonnes de chars libyens. Ils n'ont pas arrêté des colonnes de chars Il n'y libyens. avait pas de colonnes de chars, donc elles ne pouvaient pas les arrêter. Mais on a vu quand même, Non, on a vu une colonne de chars attaquée avec 8 chars détruits. C'est faux? Non. Il y a 4 chars détruits. Si vous appelez 4 chars une colonne, moi j'ai cherché, parce qu'on m'a dit partout que C'est à partir de combien la négation... de colonnes, alors Une colonne, c'est plusieurs dizaines, c'est un ensemble organisé. Or, il n'y avait pas. La colonne qui se dirigeait vers Benghazi, c'était une colonne de pick-up, de voitures chargées de couvertures, de gens qui, en effet, portaient des armes, et il y avait 2 ou 3 chars là-dedans. Face à une ville de près d'1 million d'habitants qui s'étend sur 300 km², c'est-à-dire en gros la superficie de Gaza, les quelques chars qui étaient là n'étaient pas une menace de massacre. C'est tout à fait faux. Alors, Qatar Abu Diab, poursuivez. Si on dépasse les cas libyens, attaquons le fond. Moi, je pense que les paroles du général Deportes sont très intéressantes. C'est-à-dire, même la communauté internationale, dans les cas où elle va faire des guerres humanitaires, n'a pas toujours les moyens de son action. Et pour cela, à mon avis, la grande lacune constatée à travers